Bonjour à tous, je suis Thierry Chaussade, directeur de recherche à l'Université Gustave Eiffel. Cette présentation que nous avons préparée avec Marielle Guérin-Minerve reprend quelques éléments du guide FGC sur la biodétérioration dans le domaine de l'assainissement qui paraîtra donc prochainement. Comme vous le savez, le besoin en eau potable et en assainissement dans de nombreux pays du monde est une constante énoncée par les Nations Unies. C'est à la fois une nécessité d'un point de vue sanitaire, mais aussi d'un point de vue environnemental, avec des directives européennes qui précisent la qualité des eaux traitées rejetées dans le milieu naturel. Pour cela, et de manière générale, la qualité et la durabilité des infrastructures doivent être optimisées afin de limiter les interventions des personnes et les éventuelles pollutions de l'environnement. Par ailleurs, dans les pays industrialisés, comme la France, qui dispose d'infrastructures d'assainissement, un besoin actuel est le renouvellement de ces infrastructures qui sont vieillissantes. Il apparaît aussi de nouvelles exigences qui peuvent avoir un impact sur la durabilité des infrastructures d'assainissement, comme la limitation des gènes olfactifs par la fermeture des réseaux, par la construction de réseaux surdimensionnés afin de prévoir les évolutions de population saisonnières ou à venir. Et enfin, les progrès techniques et scientifiques qui conduisent à l'utilisation de nouveaux procédés de traitement. Tout cela a conduit à un questionnement sur les moyens, les exigences pour les infrastructures d'assainissement en béton. C'est tous ces aspects qui ont conduit à la nécessité d'acquérir de nouvelles connaissances sur les mécanismes de biodétérioration des bétons, sur la mise au point de méthodes d'essai efficaces et sur l'amélioration des préconisations pour des matériaux cimentaires adaptés à un environnement donné. Un premier constat qui fait aujourd'hui l'unanimité est que l'étude des mécanismes de biodétérioration ne peut être définie par le seul aspect chimique entre le milieu et le matériau, ce qui conduit à une mauvaise représentation de ces mécanismes de biodétérioration. Il apparaît en effet que les micro-organismes ont un rôle clé qui va dépendre de nombreux paramètres tels que la nature du matériau, mais aussi des caractéristiques du milieu environnement, la température, l'humidité, la présence de composés nutritionnels, etc. Avant d'aborder certains aspects scientifiques, il est nécessaire de connaître le processus de traitement des eaux. Donc, les infrastructures sont de deux sortes. Les réseaux de collecte et de transport des eaux usées vers les stations d'épuration au sein desquelles ces eaux subiront différents types de traitements avant d'être rejetées dans le milieu naturel. Si l'on s'intéresse tout d'abord à la partie réseau d'assainissement qui, outre les canalisations, comporte des postes de relevage et d'autres structures, par exemple pour l'accès, on constate que les conditions hydrodynamiques sont variables avec des zones préférentielles de biodétérioration dépendant de ces conditions. Les deux illustrations montrent respectivement une disparition totale du béton d'enrobage jusqu'aux aciers dans le premier cas, et dans le second cas, dans une zone de moindre turbulence, l'apparition de composés à la surface du béton. Ces composés ont été analysés et montrent qu'il s'agit essentiellement de gypse et que le pH de ce milieu est proche de 1. Donc, très bas. Le mécanisme lié à ces dégradations est bien connu avec la réduction en conditions anaérobies des composés sulfatés dans l'effluent par des micro-organismes sulfato-réducteurs, le passage dans l'atmosphère des sulfures formés sous forme d'hydrogène sulfuré H2S, puis la condensation de ce gaz sur les surfaces aériennes
où il est ensuite oxydé par des micro-organismes sulfooxydants en acide sulfurique. L'attaque du béton par l'acide sulfurique conduit donc à la formation de gypse et d'étringite. Le processus à la surface du béton se fait en plusieurs étapes. La première est une réduction abiotique du pH de surface du béton, due à la présence de cette H2S, mais également du CO2. À partir d'un certain pH, 8, 9, les micro-organismes sulfooxydants neutrophiles apparaissent et colonisent la surface, participent également à la réduction du pH. Ensuite, vers des pH proches de 4, 5, les micro-organismes sulfooxydants acidophiles apparaissent et continuent à participer à l'abaissement du pH vers des valeurs très basses, très acides. Et c'est dans cette étape que le béton subit une attaque importante avec des pertes de matière. Pour pouvoir élaborer une stratégie efficace vis-à-vis de ce type de biodégradation du béton, un aspect important est de savoir quantifier l'impact de la teneur en hydrogène sulfuré sur la biodégradation. Une étude a été menée, elle est basée sur un suivi pendant 4 ans et demi de différents types de matériaux, dont vous avez un exemple ici, dans 6 réseaux d'assainissement. L'ensemble de l'analyse de ces données statistiques à partir des mesures d'H2S présents, de la dégradation des matériaux, a montré qu'il était préférable de considérer le troisième quartile quant à la teneur en hydrogène sulfuré si l'on veut être en concordance avec la biodégradation des matériaux cimentaires. On voit très bien que la moyenne ou les pics maximums ne suffisent pas à maîtriser parfaitement ce qui se passe au niveau du matériau. Il apparaît toutefois qu'il est nécessaire de réaliser beaucoup plus d'études en laboratoire pour mieux appréhender l'influence des teneurs en H2S, et c'est des études qui sont toujours en cours, notamment à l'université Gustave Eiffel. Ces dernières années, en France, 2 essais ont été mis au point pour évaluer les matériaux cimentaires en laboratoire. Dans les 2 cas, les conditions biotiques sont assurées par l'utilisation de boues activées issues de stations d'épuration et dont l'activité est testée préalablement à l'essai. Le premier essai, basé sur un travail réalisé dans les années 1990 par l'Université de Hambourg, a été mis en place à l'Université Gustave Eiffel. Le second essai a été mis au point à l'INSA Toulouse. Il s'agit du backtest. Ces 2 tests utilisent respectivement l'hydrogène sulfuré et le tétracionate comme source de composés soufrés réduits. Les 2 essais donnent des résultats concordants et ont fait l'objet de validation par des essais croisés dans le cadre d'un projet Fluiduranet sur la durabilité des réseaux d'assainissement, dans le cadre du projet national Perfdub et dans le cadre européen du comité technique 165 WG13. Un projet de normalisation de ces essais pour les mortiers de réparation est en cours. Les études menées jusqu'à présent, et notamment celles dans le cadre du projet national Perfdub, ont permis de définir des recommandations concernant ces essais de laboratoire. Elles sont publiées dans le fascicule de documentation P18 480. Le principe est de mesurer un indice de biodétérioration. Cet indice doit être inférieur pour le matériau cimentaire à tester à celui d'un matériau de référence formulé avec un ciment CEM1 SR0, CEM3B SR et un ciment d'aluminate de calcium
respectivement en fonction des classes d'exposition XA1, XA2 et XA3. Si les mécanismes de biodétérioration et d'efficacité de certains matériaux sédimentaires vis-à-vis de la biodétérioration sont relativement bien expliqués, tout n'est pas encore totalement établi concernant la dépendance de certains paramètres, notamment ceux liés à la réactivité de l'effet sédimentaire, à la réserve alcaline des matériaux, à la nature des granulats, aux éventuelles propriétés inhibitrices de l'activité des micro-organismes, à la porosité et au transfert associé dans les matériaux, et également aux propriétés physico-chimiques des surfaces de ces matériaux. Nous allons passer à un deuxième aspect concernant les infrastructures d'assainissement. Il s'agit des stations d'épuration. Dans ces stations, un certain nombre de traitements ont lieu. Traitement d'élimination des déchets grossiers, élimination des matériaux en suspension. Une partie ici qui est celle que l'on va étudier et qui met en œuvre des réactions biophysico-chimiques. C'est en particulier le cas pour le traitement des composés azotés où des pertes de matière sont observées dans les bassins de traitement, comme on peut le voir sur les illustrations que vous avez ici, avec l'apparition des granulats, donc une perte de matériaux cimentaires. Ces traitements des composés azotés se réalisent en plusieurs étapes, qui sont tout d'abord la nitrification en 2 étapes, qui transforme les ions ammonium en nitrite puis nitrate. Ensuite, l'étape de dénitrification, qui conduit à la formation d'azote gazeux. Les figures suivantes montrent par exemple le résultat d'un essai dans un bassin de nitrification, avec la dégradation sur 1 à 2 mm d'un échantillon de mortier Saint-Main après seulement 1 an d'exposition. On observe ici la décalcification à la surface de ce matériau. Si l'on considère les seuls aspects chimiques, c'est-à-dire les espèces présentes au cours de ces réactions, il s'avère qu'il est impossible d'expliquer la nature de ces dégradations et leur présence. Ici aussi, on voit donc la nécessité d'utiliser une approche prenant en compte les aspects microbiologiques, ce qui est fondamental pour l'étude de ce type de dégradation. C'est dans ce cadre qu'un projet ANR, béton durable pour les stations de traitement des eaux usées, a été défini. Ce projet a démarré en 2021 pour 4 années avec 2 laboratoires de l'Université Gustave Eiffel, le LMDC de l'INSA de Toulouse et le CIAP. Ce projet vise en particulier à analyser les dégradations in situ en utilisant différents procédés de traitement des eaux usées pour définir les paramètres critiques, à reproduire les dégradations en laboratoire à partir de bioréacteurs et de préciser l'influence des paramètres chimiques et biochimiques. Il s'agit enfin de définir un modèle thermodynamique et un modèle incluant les procédés pour proposer des solutions pérennes prenant en compte la nature des matériaux cimentaires utilisés. En conclusion de la présentation que je viens de faire, donc plusieurs essais de laboratoire ont été mis en place. Leurs résultats donnent des conditions, des résultats très satisfaisants par rapport aux observations in situ. Ces essais nous ont permis d'analyser différents types de matériaux cimentaires et de mieux connaître l'influence des paramètres matériaux-milieu. Toutefois, il apparaît nécessaire de poursuivre ces études en laboratoire pour mieux définir les caractéristiques importantes des milieux et proposer des matériaux adaptés à un environnement donné. Il existe également un besoin à proposer des recommandations plus complètes, notamment intégrant les paramètres microbiologiques.
Je vous remercie pour votre attention. Vous avez sur la partie droite tous les éléments qui ont contribué à la rédaction de ce guide sur la biodégradation des bétons en assainissement, avec notamment plusieurs thèses qui ont eu lieu en France, des essais in situ qui ont été réalisés grâce à la bonne volonté des gestionnaires de réseaux d'assainissement, un projet FUI du RANET, le projet national Perflume, un groupe de travail sur les interactions micro-organismes, matériaux cimentaires dans le cadre de la RILEM, et puis enfin le groupe AFGC sur les interactions entre les bétons et les micro-organismes, qui va faire l'objet de recommandations de futurs guides. Et c'est dans ce cadre que je profite pour remercier tous les participants à ce groupe assainissement qui ont contribué efficacement en apportant leurs connaissances et leurs compétences à la réaction de ce guide qui va paraître prochainement. Merci pour votre attention.